Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints et aussi merci d'être là puisque nous sommes, pour la première fois depuis un bon moment, nous sommes de nouveau en public à l'école alsacienne que je remercie de son accueil et devant un public dont je dois dire que je n'osais pas espérer qu'il serait aussi nombreux compte tenu des conditions sanitaires qui prévalent dans l'Île-de-France et des craintes, certaines fondées, d'autres moins, qui circulent dans la population. Donc 2 fois merci à ceux qui sont avec nous aujourd'hui et devant qui nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec David Jayes, enseignant et essayiste, enseignant à Sciences Po et essayiste, avec Nicole Niesotto, titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et avec Lionel Zinsou, essayiste et ancien Premier ministre du Bénin. Nous sommes, comme vous le savez, partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « 600 jours, pourquoi faire ?» On y trouvera un article de Matthias Feckel sur, je cite, « la conjonction de plusieurs phénomènes, une impuissance publique persistante face aux grands défis et aux attentes au demeurant contradictoires des citoyens, une détresse économique et sociale profonde et réelle dans des pans entiers de la population et une inquiétude croissante de déclassement, y compris dans les classes moyennes, une volonté accrue de participation sur tous les sujets, parfaitement légitime à condition de ne pas conduire à des simplifications extrêmes, une fragmentation de nos sociétés, le fameux archipel français appréhendé par Jérôme Fourquet, où coexistent des manières de voir et de vivre inconciliables, faute de vrais lieux de débat public, d'appropriation de l'intérêt général et d'émergence de compromis forts, un abaissement continu et préoccupant du langage et des rapports humains. Fin de citation. On y lira également un entretien de Patrice Trappier avec Lucille Schmitt, dans lequel notre ami en appelle à un nouveau contrat entre l'État et les collectivités locales, qui ne soit pas un énième acte de décentralisation et dans lequel elle expose comment l'écologie peut être le point d'appui de ce nouveau contrat. Tout au long des semaines qui ont suivi le confinement, nous avons diffusé régulièrement des suppléments, des BADA, qui, grâce à la complicité de nos auditeurs hors de France, nous ont permis de suivre la pandémie vue et vécue au Japon ou au Vanuatu, à Singapour ou à Moscou, au Ghana ou à Hong Kong, à Santiago du Chili ou à Abidjan, au Pérou ou en Corée du Sud, à San Francisco ou à Amman, au Brésil ou en Australie, et j'en passe. Que ces auditeurs et ceux qui nous ont fait part de leur intérêt pour ces BADA soient chaleureusement remerciés. Il y a quelque chose de particulièrement agréable à découvrir à quel point nous avons établi avec beaucoup d'entre vous une véritable complicité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me dois de vous rappeler que nous vivons de vos contributions et de vos encouragements. Ne nous ménagez ni les unes ni les autres. Intéressons-nous maintenant au Liban sous pression. Une explosion de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium a soufflé le 4 août les installations du port de Beyrouth et fortement endommagé le centre-ville, faisant 190 morts et au moins 6500 blessés. Cette explosion s'est produite dans un Liban en proie à une grave crise politico-financière et à une corruption endémique. 50% des Libanais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le 6 août, le président Macron s'est rendu à Beyrouth. Il s'est engagé à revenir le 1er septembre pour un point d'étape sur la mise en œuvre de l'aide internationale, mais aussi des réformes qui conditionnent ces aides et que réclament les Libanais dans la rue depuis plusieurs mois. Lors de son 2e voyage à Beyrouth, le 1er septembre, centenaire de la programmation du Grand Liban sous mandat français en 1920, le chef de l'État a obtenu des représentants des partis libanais plusieurs engagements. Un gouvernement sera formé dans un délai de 15 jours sous la direction du nouveau Premier ministre Mustapha Hadib. Il devrait s'agir d'un gouvernement de mission avec des personnalités compétentes formées comme un collectif indépendant qui aura le soutien de toutes les formations politiques, a précisé Emmanuel Macron. Une déclaration devra formaliser cette démarche commune avec une feuille de route détaillée, comprenant notamment l'audit effectif de la Banque du Liban, la mise en place de la régulation de l'électricité et la composition de l'autorité de lutte contre la corruption.
Au cours de la deuxième quinzaine d'octobre, une conférence internationale devrait être organisée à Paris en soutien au Liban pour la phase de reconstruction. Au même moment, une réunion des principaux chefs politiques libanais se tiendra dans la capitale française. Après ces rendez-vous, un déplacement à Beyrouth de Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, est envisagé pour novembre. Emmanuel Macron a lui promis d'effectuer en décembre une troisième visite dans la capitale libanaise. Paris a insisté pour que soit établi un échéancier de réforme avant tout versement des 9 milliards 200 millions d'euros promis lors de la conférence CEDRE, la conférence de soutien au Liban, parrainée par la France en avril 2018. Mais les principaux chefs de parti libanais ont encore au Parlement la capacité d'entraver le chemin des réformes. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, on a l'impression, avant de revenir à la politique française, on a quand même l'impression d'un acharnement contre le Liban qui a accumulé ces dernières décennies absolument tous les malheurs du monde. Bien sûr, l'accident dans le port de Beyrouth récemment, mais avant une crise économique majeure, vous l'avez dit Philippe, un flot de réfugiés, pratiquement 2 millions de réfugiés syriens sont au Liban pour une population d'à peu près 5 millions d'habitants, donc c'est un peuple extrêmement courageux et attentif, sans parler des attentats, sans parler de l'héritage d'une guerre civile. Donc on a véritablement l'impression d'un pays et d'un peuple martyrisé. Alors on peut se demander que fait la France dans tout ça ? Et est-ce qu'elle a les moyens d'influencer vraiment le cours, l'avenir du Liban ? Alors, premièrement, sur la politique française, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, la France, dont le président d'ailleurs a été le premier et le seul chef d'État à intervenir au Liban immédiatement après la catastrophe, la France n'a aucun intérêt stratégique au Liban. Je dis ça parce que très souvent, on interprète la politique étrangère de la France, et en particulier l'interventionnisme français, qu'il soit militaire ou diplomatique au Moyen-Orient, comme la défense d'intérêts de réel-politique, le pétrole ici, l'uranium au Niger, etc., etc. Or là, c'est vraiment, le Liban, c'est un pays où la France n'a pas d'intérêt stratégique. On n'a même pas d'intérêt économique majeur. On en a comme dans tous les pays avec lesquels on a des relations commerciales. Mais ce n'est pas pour des raisons d'intérêt que la France intervient au Liban, et ce n'est pas non plus pour cette raison qu'elle est intervenue régulièrement. Comme on le sait, le président Mitterrand avait fait le voyage aussi en 83 après l'attentat du Drakkar. Le président Chirac avait fait le voyage de la mort, de l'assassinat de Rafik Hariri. Donc ça n'est pas pour des raisons stratégiques. C'est, je crois, pour des raisons émotionnelles. Il y a une espèce de lien familial, je dirais, affectif entre la France et le Liban depuis très longtemps, depuis bien au-delà du mandat, ce qui fait que ce qui arrive au Liban est un peu perçu comme un drame familial français, et d'ailleurs les expressions qui ont été utilisées par le président, un pays frère, je ne vous lâcherai pas, avec les deux sens du terme, tout cela montre le côté émotionnel de notre intervention. Alors évidemment, une diplomatie émotionnelle, elle n'est pas non plus totalement irrationnelle. Il y a des fondements à cet intérêt de la France pour le Liban. Donc le premier fondement, vous l'avez dit Philippe, c'est bien sûr l'histoire. Donc nous avons été à l'origine en 1920 du Grand Liban. Le mandat français a duré jusqu'en 1943 et ça a effectivement tissé tout un réseau de relations économiques, relationnelles, familiales, etc., etc. Donc ça, c'est une raison importante. Mais il y a aussi une raison culturelle, linguistique. Le Liban est le premier pays francophone du Moyen-Orient et je crois dans le monde par rapport à sa population avec le Québec. 40% des Libanais sont francophones, 70% des écoles secondaires au Liban ont le français comme langue d'enseignement. Il y a une intimité entre le monde universitaire français et libanais. 40% des étudiants qui vont faire leurs études à l'étranger vont en France, ne vont très loin derrière aux États-Unis, et évidemment cette intimité culturelle, elle remonte à bien d'autres siècles. Je crois que les premières lettres sur le Liban qu'on a retrouvées étaient des lettres de jésuites installés
dans cette partie du monde à la Renaissance. Donc il y a toute cette substrat culturel très important. Il y a une raison démographique, bien sûr. Nous avons une communauté libanaise en France de 250 000 personnes à peu près, une communauté très aisée, très intégrée, très influente. Nous n'avons que 20 000 Français à peu près au Liban, même s'il est très difficile de savoir qui a le double passeport ou la double nationalité. Mais enfin, cette raison économique, cette raison démographique, elle compte. Et tout cela fait que pour la France, il est absolument inconcevable de se désintéresser du Liban. Alors, est-ce qu'on a les moyens de notre influence? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je crois qu'il faut faire attention. D'abord, notre influence au Liban diminue. Traditionnellement, notre influence, elle était quand même, il faut le reconnaître, même si on n'en met pas officiellement, elle était quand même dans la communauté maronite, chrétienne maronite. Or, démographiquement, la communauté maronite diminue au Liban. Les représentations que l'on a, on a aujourd'hui 60% de musulmans au Liban, donc 45% de chiites, 40% de chrétiens, avec 12 communautés chrétiennes au Liban, et les maronites étant quand même la majorité. Mais quand même, il ne faut pas se cacher le fait que notre influence, notre intervention, si elle est consensuelle en France, elle ne l'est pas forcément au Liban. Au-delà de la communauté maronite, il y a quand même quelques réserves, et donc il va falloir être très habile pour que cette influence dépasse la communauté. Même si, vous l'avez vu, il y a au moins 10 000 personnes qui ont signé une lettre pour que la France revienne au mandat, etc., etc. Il faut quand même prendre la mesure de l'évolution démographique de ce pays. Mais en même temps, je crois que l'influence française, elle est réelle. Pourquoi ? Parce qu'on a un président qui, tout en étant très émotionnel sur le Liban, est partisan d'une réelle politique. Et en particulier, le président discute avec le Hezbollah, a téléphoné au chef d'État iranien. Alors évidemment, ça fait hurler les Américains, qui veulent depuis très longtemps que l'on reconnaisse le Hezbollah comme un parti terroriste, ce qu'il est effectivement, mais qu'on n'a jamais voulu reconnaître comme tel, parce que si on le reconnaît comme groupe terroriste, on ne peut plus discuter avec eux. Or, le Hezbollah, 45% de chiites parmi les musulmans au Liban, ça veut dire que le Hezbollah détient une des clés de l'avenir du Liban, que l'Iran détient une des clés de l'avenir de l'Iran, et que discuter avec le diable n'est pas forcément reconnaître la légitimité du diable. Et je crois que là, la France montre en tout cas qu'elle sait lier une diplomatie émotionnelle, sans intérêt stratégique, et une réelle politique sérieuse. Et je crois que dans cette mesure-là, c'est la seule chance pour la France d'avoir un effet positif sur l'avenir du Liban, c'est de ne pas ignorer totalement 45% de la population. David Jayes. Oui, je dirais que les relations privilégiées de la France avec le Liban ont à la fois une dimension historique et une dimension affective. Alors, le rôle historique de la France au Liban est ancien, il est en réalité antérieur à la création de l'État du Liban, puisque la France a assumé au XIXe siècle, souvent d'ailleurs en compétition avec la Russie, un rôle de protecteur des chrétiens d'Orient, des minorités chrétiennes qui vivaient en Orient et qui composaient la fameuse question d'Orient. Et au Mont-Liban, évidemment, les chrétiens étaient une minorité quasiment majoritaire. Par ailleurs, la France a été une puissance mandataire entre 1920 et 1943, avec d'ailleurs une impression mitigée du passage de la France comme puissance mandataire, puisque le décret de 1936, par exemple, qui organise le pays en confession, en communauté confessionnelle structurée, est pour certains analystes libanais, comme l'ancien ministre Georges Corme, une des explications des malheurs, des heures et des malheurs du Liban. Mais je pense qu'au-delà du rôle historique que chacun sait, il y a des raisons affectives. C'est vrai que la France et le Liban ont des drames en partage. Il suffit de se remémorer un certain nombre d'épisodes qui ont beaucoup marqué notre mémoire nationale durant la guerre civile du Liban. Je pense à l'attentat du Drakkar. Je pense aussi aux otages, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann, et à un certain nombre d'autres épisodes qui ont beaucoup marqué à la fois la mémoire française
française et la mémoire libanaise. Sans parler, bien sûr, de la mort de Rafik Hariri, dont chacun sait les liens qui l'unissaient avec le président Chirac. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est effectivement quelle peut être l'influence, Nicole le disait, quelle peut être l'action de la France dans ce Liban, malheureusement, qui n'a pas été épargné par les malheurs. C'est vrai qu'on a un peu le sentiment que c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse, entre les guerres à répétition et cette explosion qui a dévasté une partie de la ville de Beyrouth. Je pense qu'une intervention de la France n'aurait pas été acceptable si elle s'était faite sur un mode néo-mandataire. Or, ça n'est pas du tout le cas. Il faut comprendre que le Liban est un État fragile, voire quasiment failli, entouré par des puissances prédatrices impérialistes qui ne voient le Liban que comme un terrain de jeu pour leurs propres ambitions ou pour leurs propres appétits, que ce soit l'Iran, la Syrie, qui n'a jamais accepté l'existence d'un Liban indépendant et qui considère que c'est une annexe de la Grande Syrie, ou même l'Arabie saoudite, qui a un peu trop tendance à considérer que la politique libanaise doit se décider depuis Riyad, comme l'avait montré l'épisode un peu désastreux de la fausse captivité, résidence surveillée du Premier ministre Hariri. Et ce que la France essaye d'affirmer, et c'est pour ça que je le salue pour ma part, c'est un mode de compagnonnage et, pardonnez-moi le barbarisme, d'encapacitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un État quasiment failli et il y a dans la population libanaise, en particulier dans la jeune génération, un très fort désir d'un État-nation fort. C'était d'ailleurs un point de désaccord avec Bertrand Badi, qui disait que, au fond, les mouvements sociaux au Liban, c'était l'expression de ces sociétés civiles transnationales qui avaient enjambé, en quelque sorte, le niveau national. Moi, je suis en désaccord total avec cette idée, parce que ce que réclame, justement, la jeunesse libanaise, c'est un État-nation fort, avec des services publics, avec des services élémentaires, comme l'électricité et l'eau, avec de la redistribution, et débarrassé de ces cliques d'oligarques ou de mafias prédatrices qui en réalité pompent une partie des ressources. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les 2 grands mouvements sociaux du Liban de ces dernières années sont partis pour l'un du ramassage d'ordures qui n'était pas fait et l'autre d'une taxe complètement arbitraire sur les messageries WhatsApp dont les Libanais avaient l'impression qu'elle allait surtout alimenter les caisses des différents oligarques qui dirigent le pays. Et donc, je pense qu'il y a la nécessité désormais pour le Liban de mettre fin à un système de clics hérité des accords de Taïf en 1989, où les affaires du pays en réalité ont été confiées à des mafias, ça c'est ce que la plupart des Libanais vous expliquent, et au contraire d'établir un État-nation indépendant avec son appareil d'État, avec ses fonctionnaires, avec ses services publics. Il y a une exigence de citoyenneté, je crois. Et que peut faire la France ? Et j'en terminerai par là. Que peut faire la France dans ce contexte? Je pense qu'elle peut d'abord aider de manière bilatérale à construire cet État indépendant, puisque la France a quand même une certaine expérience en matière d'ingénierie administrative, de coopération technique. Je pense qu'elle fait aussi effet de levier en organisant cette conférence internationale, en mobilisant la communauté internationale, en mobilisant les bailleurs comme la Banque mondiale et d'autres pour venir en aide à un pays qui effectivement traverse une crise économique épouvantable. Je parlais des 4 cavaliers de l'Apocalypse. 50% de la population libanaise est aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, alors même qu'il y a une diaspora libanaise qui prospère. En France, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et j'en termine par là. Je pense que ce que peut faire la France, en plus de la coopération et de l'ingénierie, en plus de la mobilisation de la communauté internationale et des bailleurs, c'est aussi la stimulation de cette diaspora. Parce que moi, je suis toujours frappé de voir l'écart qu'il y a entre un Liban qui est en train de s'effilocher et une diaspora libanaise particulièrement prospère, qui réussit très bien dans les affaires, dans la banque, dans la science, dans la technologie, qui souvent se désespère de la situation de son pays, mais qui n'est pas suffisamment mobilisée. Voilà. Et ce qu'on pourrait imaginer dans un Liban qui se reconstruit, qui construit un État-nation indépendant, c'est de mobiliser un certain nombre de ses talents, comme par exemple le roi Mohamed VI a su le faire au début des années 2000 au Maroc, pour construire un État fort, indépendant et efficace. Michaël Havigel.
Oui, alors on a beaucoup parlé de la France et du Liban. J'aimerais bien au départ montrer un petit peu le rôle européen que joue la France aussi dans ce dossier. Et je nuancerai probablement un petit peu cette idée que la France n'a aucun intérêt stratégique au Liban. Probablement oui, quand on regarde les ressources naturelles ou la question nucléaire, si on définit l'intérêt stratégique uniquement par des termes matériels. Mais bien sûr, la France et l'Europe ont un intérêt stratégique même très fort. Le président Macron l'a dit lors de son deuxième déplacement, parce que le Liban est dans cette région le seul modèle qui correspond à peu près à l'idée qu'on se fait d'une cohabitation paisible entre les différentes religions. Et donc, bien sûr, de l'intérieur, ça peut paraître un peu prétentieux du président Macron de le formuler ainsi, mais effectivement, dans ce système confessionnel que David vient de décrire, qui a plein de défauts et qui est pour beaucoup en cause pour ce clientélisme et cette corruption qui mène le pays, qui endommage les relations au sein même de ce pays. Mais malgré tout, effectivement, c'est dans la région quand même, effectivement, le seul pays où les différentes religions ont un système organisé de cohabitation, alors que quand on regarde en Syrie, quand on regarde même en Israël, ce n'est pas comparable. Et donc, je pense qu'il y a un intérêt stratégique très fort de l'Europe entière de défendre une cohabitation paisible des religions. Alors, c'est pour cela, je comprends en tous les cas ainsi le panache du président Macron, qui n'a pas d'attache personnelle. On a beaucoup parlé de la dimension émotionnelle des rapports, mais en fait, quand on regarde son parcours, on ne trouve pas vraiment de relations telles que, par exemple, le président Chirac, qui se faisait loger par la famille Hariri, avait trouvé. Donc, il est quand même, en quelque sorte, il ne peut pas être soupçonné d'avoir aussi un intérêt personnel dans sa mission. Et ce que je trouve intéressant, et je trouve la presse française le mentionne très peu, c'est qu'il essaye d'entraîner aussi le reste de l'Europe, notamment l'Allemagne. Le ministre des Affaires étrangères allemand a tout de suite fait le déplacement aussi, après cette première visite, après l'explosion, et où on doit vraiment parler du panache du président Macron qui, au risque de sa sécurité, a entraîné les responsables libanais dans ces quartiers endommagés, alors qu'eux, ils n'osaient pas y aller parce qu'ils savaient que la population était en colère. Et donc, je trouve assez intéressant que la France essaye, avec ses moyens, d'éveiller l'intérêt de toute l'Europe pour ce qui se passe au Liban et bien sûr aussi à travers l'organisation de cette conférence de donateurs qui est prévue pour la deuxième quinzaine d'octobre à Paris. Ceci dit, il y a quand même aussi, et en Allemagne ça s'éveille un petit peu, un drôle de goût de puissance un peu néocoloniale sur cet activisme. Moi, je dirais plutôt le Liban est devenu un peu un miroir inversé. Le président Macron, lors de sa conférence de presse tard le soir à la résidence des Pins, a présenter un calendrier de réformes très, très ambitieux, comme si les réformes qui, en France, étaient un peu suspendues et empêchées, on va dire poliment. Maintenant, on arriverait, donc, en 15 jours, un nouveau gouvernement devait être formé. Alors, c'est formidable quand on regarde combien de temps on a mis parfois en France pour présenter un nouveau gouvernement. Enfin, il s'agissait uniquement de changement de quelques noms. Donc, 15 jours, ça va être quand même assez difficile. Et après, effectivement, toutes les réformes qui ressemblent quand même étrangement aussi, même si c'est pas au même niveau, à ce qui est inscrit aussi dans l'agenda de réforme en France. Donc ça, c'est un peu on essaye de faire ailleurs pour
je ne sais pas si je vais trop loin dans cette critique. En tous les cas, cette idée a traversé l'esprit de pas mal d'Allemands quand ils ont vu, en plus le jour même, 100 ans après la déclaration du Grand Liban par le général Gouraud, au même endroit, proposer ces réformes. Et un dernier point, parce que je trouve que c'est très intéressant aussi, dans un pays où la France est quand même perçue comme la défenseur de la liberté d'expression, enfin tout ce qui va avec l'image de la France, je trouvais assez perturbant la scène où, caméra tournante, le président a... de façon très énergétique, critiqué un des journalistes qui avait révélé les négociations avec les Hezbollah. J'avoue que sur le contenu, je ne peux pas me prononcer parce que j'étais pas sur place. Je ne sais pas s'il a révélé, s'il a rompu des confidences. Mais en revanche, je ne trouve pas que ça soit en plus à l'étranger, dans un pays où on veut montrer que l'Europe, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de la presse, que ça soit très noble de se mettre là à critiquer publiquement et de façon très acerbe un journaliste en public. Lionel Zinsou. Oui, merci. C'est amusant parce que la sensibilité africaine devant la question libanaise, qui est toujours à fleur de peau, parce que les communautés libanaises sont très importantes en Afrique, socialement, économiquement, culturellement, notamment en Afrique de l'Ouest. Ça va rejoindre un peu la sensibilité allemande. C'est-à-dire qu'il y a un regard français sur ce qui se passe au Liban et la présence d'Emmanuel Macron qui est vraiment idiosyncratiquement français. C'est-à-dire que je rends hommage à la tendresse dont ont fait preuve et Nicole et David en réhabilitant l'idée de rapports affectifs et émotionnels dans des situations de conflit, de guerre, d'effondrement d'un État. Je vois que Nicole commence de réagir, mais je vais aller plus loin. La France a évidemment, comme le dit Michaela, des intérêts stratégiques. Dans les intérêts stratégiques des puissances, il y a des intérêts immatériels fondamentaux. Vous l'avez rappelé en parlant de la culture, de l'éducation, etc. Mais il y a d'autres intérêts immatériels. Si vous voulez, quand le président Trump est le premier à annoncer qu'il y a un établissement de relations diplomatiques entre les Émirats et Israël, c'est pas parce que ils ont, même si la diplomatie américaine y a contribué, qu'il est légitime que ce soit le président des États-Unis qui l'annonce. Il se trouve que c'est essentiel à la politique intérieure américaine et il se trouve que c'est essentiel au statut de puissance mondiale, membre du Conseil de sécurité, garante d'un certain nombre d'équilibres. Et la France est donc dans son rôle, qui est un rôle de puissance, de grande puissance. Comme parfois il y a des doutes, surtout en politique intérieure, sur le statut de cette puissance, c'est un intérêt stratégique immatériel fondamental. Surtout quand on continue en rentrant à Paris, en faisant un détour géographique et politique par Bagdad. D'autre part, la France est intervenue, et le président Macron aussi, dans ce rôle de grande puissance. Si on n'était pas une grande puissance, chose qui est vraiment nécessaire à la politique intérieure française, comme réassurance, est-ce qu'on aurait vraiment libéré le Premier ministre Rafik Hariri de ce que vous avez appelé sa résidence surveillée, sa position d'otage, où on force un chef d'État, un chef de l'exécutif étranger à démissionner en direct sous la pression évidente d'un palais étranger à l'occasion d'une visite. Bon, il se trouve que celui qui a élargi Rafik Hariri auprès de MBS en Arabie Saoudite, c'est plutôt le président Macron. Si la France ne faisait pas ça, elle pourrait douter d'elle-même sur ses pouvoirs immatériels de grande puissance. Elle est dans son rôle. Et franchement, il n'y a pas d'intérêt économique. Vous l'avez dit, mais on n'a pas beaucoup plus pour la Turquie. Enfin, la Turquie, c'est aussi la puissance néo-ottomane, impériale. Et donc, vous avez un conflit de ces intérêts stratégiques immatériels qui crée le statut des pays. On ne peut pas avoir une France qui n'est rien par rapport aux États-Unis dans cette région, qui n'est rien par rapport à la Turquie, qui n'est rien par rapport à la Russie. Et ça, c'est un véritable intérêt stratégique. Bon, deuxième petite remarque, vous avez sur la démographie libanaise un regard
qui est singulier parce que le dernier recensement datant de 1932, il faut quand même commencer par dire qu'on ne sait absolument pas combien il y a de chrétiens, combien il y a de musulmans, combien il y a de chiites, combien il y a de sunnites, d'autant plus qu'on inscrit sur les listes électorales des sunnites dans les zones chiites de façon à changer le résultat, des maronites au sud, etc. Donc, les chiffres que nous avançons sont d'un ordre divinatoire et relativement instables, disons. En revanche, dans la démographie, il y a des choses certaines. Que par exemple, il n'y a plus que 1,7 enfants par femme au Liban. Donc, indépendamment de tous les flux migratoires, qui sont considérables à toutes les époques, depuis le milieu du XIXe siècle, à chaque époque de crise, de toute nature, qui ont atteint des records pendant la guerre civile qui commence en 1975, indépendamment de ça, la nuptialité s'effondre, le déséquilibre entre les hommes et les femmes est au détriment des jeunes hommes qui migrent dans tous les pays où ils auront un meilleur avenir, est forcément déséquilibré. Le Liban, simplement en accroissement naturel, ne remplace plus sa population libanaise et en revanche, après les réfugiés palestiniens, reçoit des millions de réfugiés syriens. Donc la démographie a des rôles fondamentaux. C'est vrai qu'elle minore de plus en plus la présence chrétienne. C'est vrai que les communautés libanaises à l'extérieur, et nous le vivons parfaitement en Afrique, elle est majoritairement chrétienne. Donc il y a des déséquilibres qui se créent, qui sont des déséquilibres fondamentaux. Je ne sais pas combien il y a de chiites. Ce que je sais, c'est qu'il y a plus de chiites que de chrétiens et de moins en moins de chrétiens, et que ce sont des enjeux démographiques essentiels, mais de toute façon, la population régresse. Enfin, quand on parle du Liban, vu par un économiste, de quoi parle-t-on ? Il y a probablement quelque chose entre 10 et 20 millions, selon la façon dont on compte les descendants de ceux qui ont émigré, qui sont à l'extérieur du Liban, c'est-à-dire quelque chose entre 1,5 fois et 3 fois la population libanaise résidente. Le revenu par tête de l'Australie à l'Argentine, de l'Afrique de l'Ouest à la France, à la Californie, est probablement 5 à 6 fois supérieur. L'économie du Liban, c'est un PIB de la diaspora qui est 10 fois le PIB des résidents et du PIB intérieur domestique. C'est une situation qui n'existe nulle part. De même, il n'y a aucun pays où il y a autant de réfugiés. De même, il n'y a aucun pays. C'est comme si la France, avec ses 2500 milliards de dollars de PIB, avait une diaspora française, qui n'est guère que de 3 millions aujourd'hui, qui ferait 25 000 milliards de dollars de PIB. Alors, par rapport à la question, est-ce que la France peut aider avec ses faibles moyens, etc. Et par rapport à l'idée, là encore, en pleine de tendresse, de David sur le thème, il faut mobiliser cette diaspora pour qu'elle s'occupe de ses cousins, de ses parents, de ses dépendants, etc. Oui, enfin, le Liban a tous les moyens de sauver le Liban. Le Liban est une puissance économique considérable si vous prenez le vrai Liban. D'autant plus qu'il y a des liens très très forts entre cette diaspora et les résidents à l'intérieur du Liban. Donc la question, c'est une prise de conscience internationale. La question, c'est d'aider le Liban, là encore immatériellement, en influence de puissance. Mais franchement, ne regardons pas ce que le budget français va ajouter au plan de relance en faisant son plan de relance libanais. C'est dérisoire parce que ça, c'est une semaine du travail de la diaspora libanaise. Donc, ne regardez pas, respectons assez le Liban, ne regardez pas trop le Liban avec des émotions affectives, parce que ce n'est pas tellement le sujet, et nous ne sommes pas au chevet du Liban, de même que nous ne sommes pas dans les beaux balcons de la magnifique résidence des Pins, regardant dans la cour les pauvres Libanais que nous allons relever de leurs ruines. C'est pas ça, le Liban. Quelquefois, je me demande à quoi je sers dans cette émission, et là, je vois bien que je sers quand même à faire monter les désaccords, comme ça, jusqu'à un côté légèrement musical. Nicole Liesotto, êtes-vous Madame Irma, et lisez-vous dans le bar de café? J'espère. Alors, d'abord pour David, est-ce que il faut un État fort au Liban? Moi, je n'emploierais pas cette expression. C'est vrai que le Liban est en danger, que c'est un pays où la situation quotidienne se dégrade depuis une dizaine d'années et où l'accident
renforce cette déliquescence de la société. Mais je crois que ce qu'il faut, enfin le débat, c'est est-ce qu'il faut un État fort ou un État plus laïque que confessionnel. Parce que si on regarde la corruption, qui apparemment est le problème vital de l'absence d'État dans ce pays, la corruption, elle est bien sûr entretenue par des régimes, enfin par des États confessionnels. À partir du moment où certaines places sont réservées dans les gouvernements, dans les fonctions publiques, dans les partis politiques, dans les assemblées nationales, pour une catégorie religieuse, il est évident que c'est une porte ouverte à toute la corruption par relation, par achat financier, etc. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, ce qu'il faudrait mieux, c'est aller vers l'abandon du système confessionnel et une plus grande laïcité. Je suis très prudente sur les mots que j'utilise, parce que c'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Mais je crois que la notion d'État fort n'est pas celle qui prévaut. C'est plutôt la notion d'un État libéré non pas de la religion, mais libéré des postes privilégiés, des postes, des chasses gardées religieuses dans le fonctionnement de la chose publique. Et je rappelle aussi que une des conditions d'existence du Liban pour les autres puissances autour, c'est justement sa faiblesse. Le Liban est toléré parce que faible, parce qu'il permet tous les jeux banquiers, notamment toutes les mafias, tout ce qu'on veut, de la part des autres puissances régionales. Donc ça, c'est mon premier point. Moi, je n'utiliserai pas le mot État fort. Quant à l'hypocrisie un peu, ce que vous dénoncez, l'hypocrisie française d'une énorme émotion, d'un amour du Liban qui en fait recoupe des intérêts, évidemment je ne suis pas d'accord, ne serait-ce que pour faire plaisir à Philippe. Alors moi j'ai utilisé le terme intérêt stratégique au sens sonnant et trébuchant, c'est-à-dire que de même qu'on dit que les États-Unis sont intervenus en Irak à cause du pétrole, que la France est très présente au Niger à cause de l'uranium, là ce sont des intérêts stratégiques réels. Maintenant, si vous me dites que tout est intérêt stratégique, que toute diplomatie défend effectivement non seulement des choses sonnantes et trébuchantes, mais une image, une place dans le monde, un héritage de grandeur, une espèce d'autosatisfaction collective, nationale, un grand fantasme national de puissance mandatrice au Moyen-Orient, oui, bien sûr, à ce moment-là, je suis d'accord. Et je dirais, on a bien raison de vouloir défendre notre image dans le monde, notre rôle dans le monde, parce que si la France n'était pas intervenue au Liban, qui le fait ? Certainement pas l'Europe. Certainement pas l'Europe toute seule. Les États-Unis, n'en parlons pas, ont d'autres priorités. Et donc, moi je trouve que si la France intervient non seulement par amour du Liban, mais pour défendre une image d'elle-même, pour défendre une espèce de roman national de notre influence dans le monde, elle le fait avec raison. Elle a bien raison de le faire, d'autant que, en plus, ça peut servir la société libanaise. Et donc, l'espèce de l'humour narquois que vous avez présenté comme africain, hein, c'est vous qui l'avez dit, Lionel, ou allemand, c'est toi qui l'as dit, Michaela. Oui, très bien. Narquois qu'il en soit, Nicole Lesotho. Très bien, mais pareil, de même quand on intervient en Afrique auprès de la Banque mondiale ou du FMI ou surtout de la Banque mondiale pour essayer d'annuler certaines dettes africaines, est-ce qu'on le fait par intérêt stratégique ou est-ce qu'on le fait par une espèce d'image de la France, peut-être coloniale ? Et c'est aussi dans l'intérêt des pays africains. Donc voilà, je trouve que oui, moi je défends l'image d'une France grande, influente, généreuse, parce que c'est ce qui correspond aussi à l'histoire de ce pays. J'avais autre chose, mais j'ai déjà oublié. Non, pour l'instant, j'en reste là. David Joyce. Oui, alors du coup, je vais répondre à la fois à Lionel et à Nicole. Donc Lionel, d'abord, nous accuse de tendresse. Crédite. Franchement, dans le débat un peu violent de la société française, tant qu'on s'accusera de tendresse... Absolument, c'est le parti de l'amour qui va gagner. Non, Lionel nous crédite d'une forme de tendresse et de néo-romantisme. Je me permets du coup aimablement de lui retourner le compliment quand il dit le Liban a les moyens d'aider le Liban, parce que effectivement la diaspora libanaise est riche, productive, mais il me semble que l'enjeu c'est pas simplement les transferts Western Union ou autres horizontaux entre cousins.
Piketty a montré d'ailleurs avec des données très lacunaires, parce que les données fiscales, de fortune et de patrimoine au Moyen-Orient sont ce qu'elles sont, mais il a tout de même montré, et notamment son équipe, puisque tout ça est un travail d'équipe, du laboratoire sur les inégalités mondiales, que le Liban était tout de même une des zones les plus inégalitaires du monde. Les 1%, y compris ceux qui habitent au Liban, il suffit de voir les photos de la maison de Carlos Ghosn dans le centre de Beyrouth pour s'imaginer ce que peut être le patrimoine de ces 1% libanais. Donc effectivement, les 1%... Elle a été soufflée. Oui, elle a été soufflée. Partiellement. Les 1% les plus riches du Liban ont les moyens d'aider leurs cousins. Mais je pense que l'enjeu, c'est vraiment que cet argent soit fiscalisé, qu'il serve à financer les services publics. Et c'est là que je fais la transition avec l'expression d'État fort. Je pense qu'il y a mal donne ou malentendu. Quand je dis État fort, ça ne veut pas dire l'État despotique, autoritaire, autocratique qu'on a souvent en tête s'agissant du Moyen-Orient. Quand je dis État fort, c'est simplement un État indépendant, impartial et efficace qui pallie en quelque sorte la gigantesque incurie administrative qui a mené à des drames à répétition, dont le dernier est cette explosion qui a soufflé la moitié de la ville de Beyrouth. Et cet État, appelons-le laïque et efficace plutôt qu'État fort, son boulot, ça doit être de faire fonctionner des services de base, eau et électricité, éventuellement d'instaurer un début d'éducation nationale, parce que tout est entre les mains quand même des écoles confessionnelles, de faire fonctionner un système de santé, parce que si vous n'allez pas vous faire soigner à l'hôpital américain qui coûte 25 000 $ pour une opération bénigne, le système de santé public libanais, je laisse franchement à désirer, qui instaure un transport public, parce qu'en termes de réseau de transport au Liban, c'est aussi quelque chose. Voilà ce que j'appelle un État fort, hein, c'est-à-dire que c'est un État qui en fait assure des services à sa population, qui prélève de l'impôt aussi, et que cet impôt sert à financer des services à la population et pas les comptes en banque de quelques oligarques. Michaela Wiegel. Oui, j'aimerais juste revenir sur la dimension européenne, parce que effectivement, quand on s'arrête et quand on dit voilà, la France a une relation privilégiée, plein de tendresse, de générosité, je suis pas contre dire ça, et que l'Europe ne bouge pas, ils comprennent pas, voilà. Mais si on reste à cet état des choses, on va jamais, mais au grand jamais, pouvoir élaborer une politique étrangère digne de ce nom européenne. Et je crois que, même si c'est encore au début, je crois qu'il y a quand même eu une prise de conscience, je peux parler de l'Allemagne, que c'est dans notre intérêt stratégique aussi de ne pas avoir un effondrement total de l'État du Liban. Et je pense que c'est tout à l'honneur du président Macron d'avoir plutôt soutenu cette démarche au lieu d'avoir dit non, nous, on a une relation exclusive et c'est nous les généreux. D'ailleurs, un des aspects de cet incident concernant le journaliste du Figaro était aussi qu'il faisait part de menaces de sanctions de la France contre des responsables politiques libanais. Et le président Macron a très bien dit que de toute façon, si régime de sanctions il y aurait, c'est toujours dans un cadre européen. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même aussi une prise de conscience à Paris que c'est bien beau d'avoir beaucoup de relations, et c'est la force de l'Europe d'avoir ces différentes traditions dans beaucoup de pays, mais que si on veut aller vers l'avenir, il faudrait quand même se mettre d'accord en Europe. Et je crois que le regard, probablement parfois un peu moqueur ou narquois, je ne sais pas, mais en tous les cas un peu critique d'autres pays européens qui n'ont pas ce passé assumé colonial, et quand même plutôt en plus que quelque chose qui devrait agacer. Et je crois, enfin moi en tous les cas, je reste persuadée que le consensus qui peut arriver en Europe sur ce qu'on peut faire pour le Liban, comme pour le reste de la région, il est meilleur quand il n'est pas seulement élaboré à Paris, mais à travers le regard aussi des autres capitales européennes. Lionel Zinsou. Oui, alors je voudrais dire que moi je me sens dans la tendresse toujours un profond respect, profonde admiration pour beaucoup d'aspects de la culture, et d'ailleurs même du fonctionnement des élites libanaises au Liban. Alors je n'y comprends rien, mais
c'est quelque chose quand même que j'ai appris un peu en Afrique auprès de mes amis libanais, puis au Liban. Je comprends rien, c'est-à-dire que à Agrafier, de la colline chrétienne, je regarde du balcon de mon hôtel la ville, il est 23h, on se met à tirer la Kalachnikov partout dans la ville. Je dis, je ne suis pas venu le bonjour, c'est manifestement une reprise de la guerre civile. Non, on me dit, c'est normal. Le match entre Tripoli et Beyrouth-Ouest vient de se terminer, donc ce sont les supporters contents qui tirent à la mitraillette. Alors, comme à Crafier, c'est au-dessus des tirs, vous vous dites, ils tirent en l'air, il ferait mieux de tirer à l'horizontale, enfin, en tout cas, c'est désagréable. Bon. D'autre part, quand vous vous promenez dans les camps de Sabra et Shatila, et que vous voyez que c'est devenu une ville en dur, c'est pas du tout un camp de tentes, et c'est le plus grand camp palestinien, quand vous voyez ça, vous comprenez aussi pourquoi beaucoup de communautés religieuses n'ont pas d'intérêt à ce que l'État fonctionne. Donc, que l'État soit très fort, comme le voudrait David, j'en sais rien, mais la vérité, c'est que le Hezbollah a fait fortune, comme énormément de mouvements chiites, en remplaçant la protection sociale, la solidarité dans les quartiers les plus difficiles. Et c'est un exploit, parce que les Palestiniens étant sunnites, l'Hezbollah étant très majoritairement, presque totalement chiite, son rôle social lui a permis de fédérer bien au-delà même de la communauté chiite. Et un des problèmes de l'État laïque, c'est que si vous n'avez pas des quotas par confession, le Hezbollah va être majoritaire dans toutes les élections. Et alors là, il n'y aura pas effectivement cette chose terrible pour la corruption de sorte de canton protégé de chaque confession dans l'économie du pays, dans la politique du pays, et il y aura un État dirigé un peu à l'iranienne par le Hezbollah. Donc ce sont des sujets compliqués, et la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'on vient de parler comme si, du Liban, comme s'il n'y avait pas des millions de gens dans les rues, depuis plus d'un an, et une inspiration de la jeunesse libanaise, une inspiration qui traverse toutes les confessions et qui est évidemment le véritable espoir au Liban, et qui est que c'est la population qui demande un État laïque. Et la force d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir pu être le seul dirigeant étranger comprenant que la population libanaise veut mettre fin à tous les excès du régime, qu'elle est dans la rue avec des idées très claires, avec beaucoup de courage, que ça a paralysé beaucoup de choses dans l'économie du Liban, mais en attendant, c'est d'abord une levée de toute une population. Et ça a été très bien interprété. Et la raison pour laquelle le président Macron peut aller dans des quartiers où le président Aoun ne peut pas aller, c'est qu'il interprète intelligemment, efficacement, ce qui est d'abord, et ça sera d'ailleurs les solutions qui s'en sont tirées, ce qui est d'abord le peuple libanais qui prend ces problèmes en charge. Donc, on ne peut pas regarder d'un point de vue européen ou français, le Liban, si on l'aime et le respecte profondément, en disant on va vous apporter la laïcité, la TVA, on va vous faire une réforme fiscale, etc. C'est pas le sujet. La France, par chance, épouse quelque chose qui est libanais. C'est pour ça que quand je disais que le Liban peut aider le Liban, il peut l'aider parce que c'est une petite fraction des ressources de la communauté libanaise qui est d'un point de vue financier à mobiliser, mais surtout, il l'aide moralement, il l'aide politiquement, il l'aide civilement, civiquement, parce que le peuple libanais est debout. Nicole Lisoto. Oui. Sur le Liban comme enjeu européen, bien sûr. Et on est tous d'accord pour dire qu'une politique étrangère européenne serait, pour reprendre une expression qu'on nous reproche souvent en Europe, mais qui est en l'occurrence, à mon avis, adaptée, serait un multiplicateur de l'influence française au Liban. C'est vrai. Cela dit, quand je vois le résultat de la première conférence des donateurs que Emmanuel Macron a convoqué juste 2 ou 3 jours, enfin 4 jours après l'accident, elle n'a réuni que 250 millions d'euros. Alors, moi, je trouve que c'est absolument
honteux. 250 millions d'euros, c'est strictement rien. Quand on faisait des conférences de donateurs sur l'Afghanistan, c'était à coût de milliards d'euros. Quand on fait des conférences de donation sur l'ensemble des pays de la planète, c'est toujours à coût de milliards d'euros. Là, on est à 250 millions, donc on peut quand même se poser la question. Moi, franchement, c'est un chiffre qui m'a étonné le lendemain de cette conférence. Pourquoi pourquoi un tel soutien très petit, très mineur? Alors, je sais qu'au FMI est en train de se négocier un prêt de 10 milliards de dollars pour soutenir le Liban, dont le gouvernement libanais, d'ailleurs, ne voulait pas forcément. Mais voilà, oui, l'Europe, oui, l'intervention européenne, etc. Mais quand même, une fois qu'on met la main à la poche, on ne récolte pas grand-chose. Ça, c'est mon premier point. Alors, on verra sur la prochaine conférence des donateurs ce que ça donnera, mais pour l'instant, ce n'est pas grand-chose. 250 millions, je trouve que même c'est injurieux. Deuxième point, oui, sur l'État laïque ou confessionnel, je suis complètement d'accord avec Lionel Zinzou. Les communautés religieuses ne lâcheront pas leur point d'entrée dans la vie politique libanaise et surtout leur influence régionale à partir du Liban, c'est effectivement le fait que ce soit un État confessionnel et encore plus du côté chiite, le Hezbollah ne lâchera pas. Mais on a l'impression du coup qu'on est un peu entre deux pires, c'est-à-dire soit un État confessionnel et donc une corruption généralisée dont on ne peut pas sortir et qui est la responsable de la faillite de l'État en tant que pourvoyeur de services publics, et ce sont effectivement les religieux qui font le service public comme ils l'ont fait partout dans tous les pays où ils ont été, les religieux islamistes dans tous les pays où ils ont été importants. Soit on a un État donc confessionnel qui n'existe pas, soit on a un État laïque qui pourrait effectivement jouer son rôle de redistribution et de pourvoyeur des services minimums, mais on risque une nouvelle guerre civile parce que effectivement, les communautés religieuses, pour l'instant, ne veulent pas lâcher leur pouvoir. Et donc, moi, encore une fois, très modestement, je reconnais que c'est un débat le plus compliqué, mais je crois qu'il faut, comme vous l'avez dit, aller dans le sens de ce que demandent les Libanais, c'est-à-dire une laïcisation progressive de l'État. C'est exactement ce qu'ils demandent et c'est exactement ce qu'ils voudraient. Dernier point, c'est pour ça que je crois Macron est à la fois très tendre et très pratique, très pragmatique. Il parle aux Iraniens. Et la seule façon d'essayer de dénouer ce nœud gordien de l'État confessionnel, c'est de parler aux Iraniens. Michaëla Wiegel. Oui, je voulais juste éviter un malentendu. Moi, dans ma perspective, l'intervention ou l'engagement européen n'est pas conçu comme un multiplicateur de l'influence française. Moi, je voudrais m'inscrire en faux de cette idée. Je pense au contraire, le consensus européen qu'il peut y avoir sur différents dossiers, comme sur l'Iran d'ailleurs, et ne devrait plus être le résultat d'un compromis pour ne rien faire, mais au contraire, un correctif, justement, là où on prêche par... et c'est ce qui me semble parfois un petit peu apparaître, même si, encore une fois, et je l'ai dit, j'honore le panache du président Macron, mais et il remplit un vide laissé par les Américains, mais en revanche... Parfois, ça va un peu loin même s'il dit qu'il veut être exigeant, mais pas, je crois que la formule c'est exigence, mais pas ingérence. Mais parfois, ça ressemble quand même un petit peu à de l'ingérence et je crois que l'Europe peut être un correctif sur cela. David Jays. Oui, très rapidement, juste pour dissiper un malentendu, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Lionel. Je ne pense pas que la France va remédier à tous les problèmes du Liban en lui apportant la TVA ou je ne sais quelle réforme administrative. En revanche, il se trouve que par les hasards de ma vie personnelle, j'ai pas mal d'amis libanais et il y en a un d'entre eux qui m'a fait une remarque que j'ai trouvée intéressante. Il m'a dit « Sauvez-nous de nos sauveurs ». C'est-à-dire, au fond, ce dont le Liban a besoin,
c'est d'une aide désintéressée, parce qu'il y a tellement autour de ce pays de prédateurs, de puissances qui prétendent aider et qui en réalité ne servent que leurs propres intérêts, qu'au fond, et tout le monde peut remplir ce rôle, que ce soit la diaspora, les bailleurs, les pays comme la France, le Liban a besoin d'une aide pour construire cet État et cette administration qui est nécessaire pour rendre des services à la population. Je voudrais faire une deuxième et dernière remarque. Je pense qu'il faut situer le mouvement social et civique du Liban dans un contexte plus large de mutation profonde du monde arabo-musulman, qui résonne avec un livre que Todd et Courbage avaient écrit en 2007 qui s'appelait « Le rendez-vous des civilisations », où ils montraient que, de manière assez prémonitoire me semble-t-il, la jeunesse dans le monde arabo-musulman était de plus en plus diplômée, de plus en plus individualiste et de plus en plus détachée de la religion. Et ça, il y a des enquêtes d'opinion qui l'ont montré récemment, en particulier sur la jeunesse irakienne. Et tous ces mouvements de jeunesse civique qu'on voit éclore au Liban, en Irak, au Soudan, en Algérie dans une certaine mesure, il me semble qu'ils viennent un peu contrebattre la thèse journalistique qu'on entend beaucoup de l'islamisation ou de la réislamisation du monde arabo-musulman. C'est vrai qu'il y a une classe moyenne conservatrice qui s'accroche beaucoup et qui se radicalise sur certaines valeurs de l'islam, mais il y a aussi une jeunesse plus individualiste, plus diplômée, plus distanciée vis-à-vis de la religion, et effectivement, c'est cette jeunesse citoyenne-là qui fera le Liban de demain, comme elle fera l'Irak de demain, comme elle fera le Soudan de demain, comme elle fera l'Algérie de demain. Fin provisoire, en tout cas suspension de la rencontre entre les narquois et les attendris. En tout cas, nous avions prévu d'aborder 2 sujets dans cette émission. Le fait que nous ayons consacré spontanément toute l'émission au Liban montre que même les narquois ont de la tendresse pour le Liban et que nous avons les uns et les autres beaucoup à dire sur ce pays. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais l'introduire avec 2 recommandations, enfin une recommandation plutôt, la première, qui est le numéro qui vient de paraître de septembre 2020 de Philosophie Magazine. Le thème général est comment avoir confiance. Mais au-delà de ce thème, 2 articles m'ont particulièrement intéressé. L'un qui est d'un ensemble d'hommage à Bernard Stiegler, qui est mort il y a très peu de temps, qui était un philosophe et un homme tout à fait étonnant. J'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer, mais à le lire, on en avait fortement envie. Et l'autre, qui est un article de Michel Elchaninov, qui avait inauguré la série Dans la tête 2, collection il avait inauguré avec Dans la tête de Vladimir Poutine, que nous avions signalé dès sa parution. Et il est là dans la tête de Didier Raoult. Et avec son habituel sérieux et son habituel sens de la mesure, je pense que cet article donne, je parle du sens de la mesure de Michel Elchaninov, pas de Didier Raoult, cet article donne une idée, je crois, assez juste, en tout cas très intéressante, de ce qu'est le professeur Raoult. Et puis l'autre brève, c'est pour saluer la mémoire d'Antoine Ruffnac, l'ancien maire du Havre, l'ancien président de la région de Normandie, dont on a appris la mort hier. C'était un homme politique. Je veux dire, c'est quelqu'un qui avait été dans le monde des affaires où il avait réussi. Quand il s'est lancé dans la politique, il savait pourquoi il faisait de la politique. Il faisait de la politique parce qu'il avait une certaine idée de sa région et il avait encore plus, je dirais, une idée certaine de ce que le Havre pouvait et devait être. Et il y a réussi. Il y a réussi avec une grande obstination. Il lui a fallu 4 tentatives pour être élu maire du Havre, mais à peine l'a-t-il été qu'il n'a nullement perdu son temps et qu'il a été à la fois l'homme du port du Havre, il a été l'homme du musée Malraux, il a été l'homme de la reconnaissance de l'œuvre d'Auguste Perret, et il a, pour pouvoir mener à bien ce projet qu'il avait pour le Havre, il a tourné le dos à une carrière politique nationale qu'il aurait pu avoir sans difficulté. Dans la vie, c'était quelqu'un de très pince sans rire, qui avait une façon très particulière, très peu démonstrative de manifester sa sympathie, sa camaraderie, voire son amitié, et qui était un homme fin, drôle, et qui en plus a fait une chose que bien peu d'hommes politiques font, c'est-à-dire qu'il a préparé sa succession, puisque, comme vous savez, il a confié le Havre à Édouard Philippe, et il a su, après avoir confié le Havre à Édouard Philippe, garder pour la sphère privée les désaccords qu'il avait avec les choix d'Édouard Philippe, tant sur le plan national que sur le plan local. Nicole Nisotto.
Alors moi, je voudrais revenir à la littérature pure, si ça existe, en vous recommandant le dernier ouvrage de Joyce Carol Oates, qui vient de sortir aux éditions de Philippe Ray. Joyce Carol Oates est sans doute l'écrivain le plus prolixe de sa génération. À plus de 80 ans, elle publie pratiquement un livre par an. J'ai une amie qui dit qu'elle ne publie pas des romans, elle publie un quotidien. Mais là, donc c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Démembré, en 3 mots, Démembré, et qui est comme toujours chez elle l'histoire de femmes qui sont à la limite du fantastique et de l'angoisse, mais qui tombent jamais vraiment dans la peur. Donc ce sont des nouvelles qu'on lit avec une espèce de plaisir angoissé, mais pas trop, et qui obsède longtemps, avec un art de l'ellipse absolument époustouflant. Et donc vraiment je recommande, c'est en particulier dans les files d'attente devant les laboratoires, ce sont des nouvelles assez courtes, ça peut durer 1 heure et ça obsède vraiment longtemps. David Jays. Quand Emmanuel Carrère a annoncé au mois de juin que son prochain roman porterait sur le yoga, j'ai soufflé parce que j'adore Emmanuel Carrère, mais je me suis dit quand même un livre sur le yoga. Et j'ai acheté quand même le livre en librairie parce que, en lisant la 4e de couverture, il était question d'un livre sur le yoga, sur la dépression et sur la bipolarité. Donc je suis en train de lire cet objet surprenant. Je ne saurais dire si c'est le meilleur roman ou le meilleur livre d'Emmanuel Carrère, mais c'est en tout cas, à ce stade, pour moi, le plus touchant. Vous verrez. Pardon, j'ai oublié de raconter une histoire drôle à propos d'Antoine Ruffnac. Quand il a été élu président de la région, il l'a été avec 2 voix d'avance. Son concurrent était Laurent Fabius, qui évidemment a mal pris son échec, c'est la moindre des choses, et qui a dit Antoine Ruffnac n'a pu être élu qu'avec 2 voix avec les 2 voix de majorité avec lesquelles Antoine Ruffnac a été élu ne peuvent être que des voix du Front National. Et en réalité, on a appris après que c'était 2 voix du Parti communiste menées par Roland Leroy, et que le Parti communiste, plein d'une fraternité à l'égard des socialistes, avait de beaucoup préféré avoir affaire à un adversaire politique qu'à un ami politique. Michaela Wiegel. Oui, dans cette émission, on s'est souvent interrogé sur les fondements idéologiques, en quelque sorte, du macronisme. On s'est un peu moqué d'une tentative de ses conseillers de définir le macronisme comme un progressisme. Donc, pour cela, j'aimerais saluer un excellent essai écrit par Clément Beaune et publié en France par l'Ivry et en Allemagne par la Hertie School of Government, et qui, pour moi, est le premier essai vraiment sérieux qui pose les bases de la politique européenne d'Emmanuel Macron. Et j'ai vraiment l'impression que ça pouvait être ce corpus idéologique qu'on a cherché en vain, ce pilier en tous les cas du macronisme. Lisez-le, c'est un très long papier, mais une excellente analyse, ce qui fait l'exception d'Emmanuel Macron, et aussi quelle est la continuité, et notamment, bien sûr, en relation avec l'Allemagne. Lionel Zinsou. Oui, moi, j'avais pensé que nous traiterions aussi le 2e sujet, qui devait être consacré au procès des attentats de janvier 2015. Et en fait, c'est le même sujet que le Liban, donc j'ai cherché une lecture. Parce que quand je dis c'est le même sujet que le Liban, je pense qu'il y a quand même en politique intérieure des retombées significatives de faire des bains de foule à Beyrouth et des détours par Bagdad, parce que c'est aussi une façon d'exprimer qu'on a un rôle messianique au Moyen-Orient, dans le monde arabe, qu'on est très proche et très, très, très impliqué, parce que c'est aussi une façon pour un président français de gérer sa relation avec la communauté musulmane et d'exprimer sous une certaine forme l'importance qu'elle peut avoir. Et il y a toujours eu, pour la compréhension de ce qui se passe en France au regard de la communauté musulmane. Et ce qui se passe dans la diplomatie française, dans la politique arabe, de Napoléon III à Jacques Chirac à Emmanuel Macron, il y a toujours des liens entre politique intérieure et politique de grandeur, des liens très très étroits. Regardons donc les historiens. Il y a un professeur au Collège de France, Henri Laurence, titulaire de la chaire
de l'histoire du monde arabe contemporain, depuis 2003, qui est un grand universitaire. Il y a énormément de grands universitaires, historiens, politologues, anthropologues sur le monde arabe. Ça ne passe pas vraiment dans le débat public politique, pas toujours beaucoup dans les médias, mais dans le monde académique, c'est très fort. Il a republié en 2019 Les Orientales, qui lui permet d'aller de ses travaux d'historien sur l'expédition de Bonaparte en 1798, l'expédition d'Égypte, qui est absolument fondatrice dans la relation entre le monde arabe, l'Orient en général et la France, jusqu'à toutes les problématiques contemporaines. Et l'histoire longue, on ne comprend rien au Liban si on ne comprend pas l'histoire du Liban, mais on ne comprend pas grand-chose non plus au statut de la République et de l'islam dans leur dialogue dans la longue durée. Et toute l'œuvre, mais elle vient d'être republiée, elle a été primée en janvier. Évidemment, on en a moins parlé pour des questions de pandémie, mais le travail d'Henri Laurence sur la longue durée, pour tout honnête homme, au sens large, ça concerne toutes les honnêtes femmes, l'honnête homme qui est un auditeur du Nouvel Esprit Public, j'appelle l'attention sur toute l'œuvre de Henri Laurence. Merci. Je me suis souvenu tout à coup que lorsque le candidat socialiste à la mairie de Paris était Paul Quillès, son slogan était « Qui laisse tendresse ». Peut-être Macron compassion, peut-être. Merci en tout cas à l'École alsacienne de nous avoir accueillis. Merci à Laurie Galigani et à Christian Sori qui assurent l'enregistrement de cette émission, nos ingénieurs du son, à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va en assurer le compendium, à Nicolas Tourneau qui veille à notre site, à Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui nous produisent. Rendez-vous la semaine prochaine pour un Nouvel Esprit Public et merci au public qui s'est déplacé, masqué, pour venir nous soutenir dans ce premier enregistrement qui ne soit pas à distance depuis le 15 mars. Merci à vous.